On se lance dans la section 5.2.2. On parle ici d'extrémum absolu sur un intervalle non fermé cette fois-ci. Donc, on va parler soit des réels, soit d'un intervalle AB avec des bornes ouvertes dans ce cas-ci. Pour comprendre ce qui s'en vient dans cette section-ci, on va se donner quatre exemples particuliers qui vont nous donner des situations particulières où il n'y aura aucun maximum ou minimum absolu. Et ça va nous permettre de définir qu'est-ce qu'on va faire pour aller vérifier si ce genre d'information-là se trouve dans une fonction ou pas. Donc, on regarde en A, qu'est-ce qu'on a comme exemple. Dans ce cas-ci, en A, on est sur les réels. Ça veut dire que x va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Dans ce cas-ci, si on regarde l'allure de notre graphique, lorsque x s'approche de x1 par x égale à moins l'infini, on est en train d'augmenter sans cesse jusqu'à ce qu'on arrive à x1 ici. On atteint un plateau, puis on commence à descendre de l'autre côté. Si on regarde l'allure de ce dessin-là, selon ce qu'on connaît déjà, ça voudrait dire que notre minimum il serait vers le bas ici lorsque x semble être égal à moins l'infini. Mais est-ce que c'est possible, x qui est égal à moins l'infini? Non. Moins l'infini, c'est un concept, c'est pas un chiffre. Donc ici, x peut jamais être égal à moins l'infini. Ce que ça veut dire, c'est que ma fonction f de x va diminuer sans arrêt, sans jamais atteindre un minimum. On va toujours être capable d'aller un petit peu plus bas en se déplaçant encore un petit peu dans les x négatifs. De l'autre côté, on a la même situation. À partir de x2, on recommence à augmenter et on augmente sans arrêt jusqu'à l'infini. Ça veut dire que, selon l'allure du graphique, notre maximum devrait arriver lorsque x est égal à l'infini. Encore une fois, l'infini, c'est pas un chiffre, on ne peut pas être égal à l'infini. Ça veut dire que f de x n'atteindra jamais de maximum. On va toujours pouvoir monter encore un petit peu plus. On va se dire que c'est notre max, mais on se tasse un petit peu plus vers la droite et on est encore plus haut. Donc, on vient de se rendre compte finalement qu'en A, la fonction f de x n'admet aucun max et aucun min absolu parce qu'on diminue tout le temps lorsqu'on se déplace dans les x négatifs et on augmente tout le temps lorsqu'on est dans les x positifs. Il n'y a aucun moment où on va arrêter d'augmenter ou de diminuer. On peut remarquer quand même que cette fonction-là va admettre des max et des min relatifs. Un max relatif et un min relatif en réalité. Max relatif en x égale à 1, en x1 plutôt, et min relatif en x2. C'est possible qu'on ait des max et des min relatifs, mais qu'il n'y en ait pas des absolus, parce que ça se pourrait que la fonction augmente ou diminue sans arrêt. Une autre situation, lorsqu'on est sur les réels, qui peut se produire, ce serait une fonction où on va avoir des asymptotes horizontales. Asymptote horizontale lorsque x s'approche de plus l'infini. Asymptote horizontale lorsque x s'approche de moins l'infini. Ça pourrait être dans les sens opposés aussi, là, peu importe. Ça donnera le même résultat. Dans ce cas-ci, notre fonction, lorsqu'on s'approche de lorsque x tend vers moins l'infini, donc vers la gauche ici, notre fonction suit l'asymptote y égale à d. Et on sait qu'une asymptote, ça va être une droite naturelle, une droite dans le plan, vers laquelle va se rapprocher notre fonction sans jamais y toucher. Donc ça veut dire que f de x, plus on s'en va dans le négatif, plus sa valeur va s'approcher de d, sans jamais être égal à d par contre. On va toujours être de plus en plus bas, sans être égal à d. Ici, on a une situation où la limite de notre fonction s'approche de d lorsqu'on s'en va vers l'infini, mais on n'est jamais égal à cette valeur-là. Donc, comme on n'est jamais égal à cette valeur-là, par la définition de notre minimum absolu, on ne peut pas dire que d est un minimum ici, parce que ça doit être une valeur qui est atteinte par la fonction. La fonction n'atteindra jamais son asymptote, n'atteindra jamais y égale à d. Donc, la fonction f de x ici n'a aucun minimum absolu. On peut toujours diminuer jusqu'à se rapprocher le plus possible de d, mais on ne sera jamais égal à cette valeur-là. De l'autre côté, on a la même chose. Si on s'approche des x de plus en plus grands, notre fonction va se coller de plus en plus sur son asymptote y égale à c. Et ici, cette fonction-là, comme elle s'approche de y égale à c, sans jamais y toucher, on va avoir la même situation que pour notre min ici. On n'aura pas de maximum parce que la valeur y égale à c ne sera jamais atteinte par la fonction f de x. Donc, on n'a pas de maximum absolu non plus pour la fonction f de x sur cette situation-ci. Donc, on vient de voir deux situations dans les réels où on va être non borné, disons, vers le max et le min pour en A ici. Mais ce maximum-là, on ne l'atteindra jamais dans les x positifs et le minimum, on ne l'atteindra jamais dans les x négatifs. De l'autre côté, en B,
On va borner notre fonction avec un y égale à c et un y égale à d, mais comme ce sont des asymptotes, on ne les atteint jamais. Ce qui veut dire que ces fonctions-là, ces valeurs-là, ce ne sont pas des max ou des min, étant donné qu'on n'y touche jamais. On s'en rapproche, mais on n'est pas tout à fait dessus. Donc, il n'y a aucun max et aucun min pour en B, aucun max, aucun min en A. On se déplace maintenant dans une situation où on va se donner un intervalle non fermé, borné quand même. Ici, l'intervalle AB ouvert, c'est un intervalle qui est non fermé. On va se tracer des fonctions, et ces fonctions-là, on va se rendre compte qu'elles peuvent ne pas avoir non plus de maximum absolu lorsqu'on s'y rend. Alors, dans ce cas-ci, lorsqu'on est en C, ici, on a une fonction qui est bornée sur les côtés par x égale à A et x égale à B. On a un intervalle ouvert, ça veut dire que x n'est jamais égal à A et x n'est jamais égal à B, mais la fonction f de x va s'approcher de ces valeurs-là en x. Donc, lorsque x s'approche de A, dans ce cas-ci pour la situation en C, on voit que notre fonction augmente de plus en plus. La fonction f de x se rapproche de plus en plus de ce qu'on considérait comme l'infini lorsque x s'approche de A. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que ma fonction n'atteindra jamais de maximum. Elle va toujours être de plus en plus élevée. Et comme elle est de plus en plus élevée, il n'y a aucune façon de définir un maximum absolu ici. Ça veut dire que la fonction ici en C n'a pas de maximum absolu. De l'autre côté, lorsque x approche de B, notre fonction f de x descend, encore une fois, sans arrêt. On descend de plus en plus bas sans s'arrêter. Ça veut dire que f de x n'atteindra jamais de minimum absolu. Parce qu'on peut toujours aller un petit peu plus bas. Donc ici en C, on a une autre situation où on a des asymptotes au niveau de nos bornes de l'intervalle. Et ces asymptotes-là font en sorte qu'on n'a aucun maximum ou minimum absolu au sens de la fonction f de x. On se déplace finalement dans l'exemple D ici. On a une fonction encore une fois sur AB, mais cette fois-ci, il n'y a pas d'asymptote. On se rend directement en A et on se rend directement en B. La différence, c'est que notre fonction, elle n'est pas définie en A et en B. Vous voyez, on peut remarquer ça par les points vides en x égale à A et x égale à B. On sait que f de A, ce serait égal à D dans ce cas-ci, si on avait un point plein ici en x égale à A, mais ce n'est pas le cas. Donc la fonction f de x va s'approcher la fonction f de x va s'approcher de D lorsque x s'approche de A, mais on n'y sera jamais égal. Même principe que pour les autres situations, comme on ne sera jamais égal à D, on ne peut pas dire que D c'est notre minimum. Donc, notre fonction diminue jusqu'à ce qu'on arrive à x égale à A, mais comme on n'y arrive jamais, on n'atteindra jamais de fin pour notre diminution ici. On n'a aucun minimum absolu, encore une fois, dans cette fonction-ci. De l'autre côté, notre fonction est aussi non définie en x égale à b. Donc, on a un point ouvert au point B et f de b, si f de b existait. Mais ici, comme notre fonction n'existe pas en x égale à b, on va s'approcher de la valeur c sans jamais y toucher. On monte de plus en plus jusqu'à arriver à notre maximum, à notre borne plutôt, x égale à b, mais sans jamais toucher la valeur de c. Donc, on a encore une situation ici où on s'approche de plus en plus d'un maximum sans jamais y toucher. Ce maximum-là n'est pas un maximum absolu. On ne peut pas définir ça comme étant un maximum absolu avec les définitions qu'on a vues. Si vous allez un petit peu plus loin que ça en mathématiques, vous allez vous rendre compte que ces situations-là qu'on a décrites, du moins pour B et C, nous permettent de définir ce qu'on appelle des suprémums. Et ces définitions-là vont vous permettre de considérer que C et D seraient des maximums ou des minimums, mais on va appeler ça suprémum et infimum. Dans ce cas-ci, on n'en parle pas, on s'arrête ici. Si jamais on ne peut pas se rendre jusqu'à nos points, on assume qu'il n'y a juste pas de maximum ou de minimum absolu. Et on considère que notre fonction ne contient pas d'extrémum absolu dans ce cas-ci. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire si on sait que ces situations-là sont celles qui vont faire planter notre fonction f de x au sens de son maximum et de son minimum? Dans ce qu'on avait en A et en C, on a deux situations qui sont similaires qu'on pourrait trouver à l'aide d'une démarche mathématique. Dans ce cas-ci, en A, lorsqu'on s'approche de nos bornes extérieures, donc moins l'infini en x et plus l'infini en x, on se rend compte que notre fonction oscille vers plus l'infini lorsqu'on est dans le positif et moins l'infini lorsqu'on est dans le négatif. En C,
Lorsqu'on s'approchait des bornes extérieures, donc lorsque x égale à a et lorsque x égale à b, ben on voit lorsque x égale à a que notre fonction tend vers plus l'infini, et on voit que notre fonction tend vers moins l'infini lorsque x est égal à b. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, ici? Ça veut dire que lorsqu'on était sur les réels, on a fait une limite à l'infini et à moins l'infini pour voir qu'est-ce que notre fonction avait comme comportement aux extrémités. Si on obtient plus l'infini ou moins l'infini pour la moindre de ces limites-là, ça veut dire qu'il n'y a pas de max si on s'en va vers plus l'infini, et ça veut dire qu'il n'y a pas de min si on s'en va vers moins l'infini. Ça a du sens aussi quand on regarde le dessin. Si on voit, on a un bout de notre fonction qui s'en va vers plus l'infini, ça veut dire qu'on monte sans arrêt. Si on monte sans arrêt, il n'y a pas de max. Si on a un bout de notre fonction qui s'en va vers moins l'infini, ça veut dire qu'on descend sans arrêt. Et si on descend sans arrêt, ça veut dire qu'il n'y a pas de min non plus. En C, si on s'approche de nos extrémités, encore une fois ici par des limites, on a une fonction qui s'approche de plus l'infini ou de moins l'infini. Même problème qu'en A. Donc si on va voir nos extrémités, et que notre fonction s'approche de plus ou moins l'infini, lorsque la fonction s'approche de plus l'infini, ça veut dire qu'il n'y a pas de max, parce qu'on augmente sans arrêt. Et si la fonction s'approche de moins l'infini, ça veut dire qu'il n'y a pas de min, parce qu'on diminue sans arrêt également. Avec ces deux informations-là, on peut définir un début de procédure pour trouver des maximums et des minimums absolus sur une fonction avec un intervalle non fermé. On commence par aller voir les limites aux extrémités de notre intervalle. Si on est sur les réels, on va voir vers plus l'infini et vers moins l'infini. Si on est sur un intervalle avec des bornes, on va voir vers ces bornes-là, qu'est-ce que ça nous donne. Si une de nos limites s'en va vers l'infini, si notre fonction augmente sans arrêt, ça veut dire qu'il n'y a pas de maximum absolu. Si une de nos limites s'en va vers moins l'infini, donc que notre fonction diminue sans arrêt, ça veut dire qu'il n'y a pas de minimum absolu. Donc on est capable d'exclure des cas pour les maximums et les minimums de nos fonctions. Ceci étant dit, si jamais aucune de nos limites donne plus ou moins l'infini, ça veut dire qu'on est dans une situation comme en B ou en C, ou peut-être un petit peu différente. Ça veut dire que lorsqu'on s'en va vers l'infini, on a une asymptote. Lorsqu'on s'en va vers moins l'infini, on a une asymptote. Ou lorsqu'on s'en va vers notre borne B, on arrive à une valeur maximale ou minimale. Et lorsqu'on s'en va vers notre borne A, on s'en va vers une valeur maximale ou minimale. Dans ce cas-ci, si jamais vos limites au début ne sont pas vers l'infini, vous devez chercher des maximums et des minimums relatifs sur votre fonction. Si vous trouvez aucun maximum relatif, il n'y a aucun maximum absolu. Si vous trouvez aucun minimum relatif, il n'y a aucun minimum absolu non plus. Si vous trouvez des maximums relatifs, vous allez vérifier que ces maximums relatifs-là sont... vous allez vérifier si ces maximums-là sont plus grands que les limites évaluées à la première étape. Si c'est le cas, votre maximum relatif devient donc absolu. Sinon, ça veut dire qu'il n'y a aucun maximum absolu. Si vous allez chercher des minimums relatifs et que vous en trouvez, vous vérifiez est-ce que ce minimum relatif-là est plus petit que les limites évaluées au début. Si c'est le cas, vous avez un minimum absolu. Sinon, il n'y a aucun minimum absolu dans votre fonction. Donc, cette démarche-là, vous l'avez dans le manuel. On l'a dit à l'oral, on l'a regardé avec des dessins. C'est plus facile à comprendre lorsqu'on est dans une situation avec une vraie fonction. Donc, on va se donner un exemple et on va essayer de saisir qu'est-ce qui se passe avec notre fonction, puis cette démarche-là qu'on s'est donnée. Avec l'exemple 5.18, dans cet exemple-là, on se donne une fonction rationnelle 6x sur x carré plus 9, et on veut analyser cette fonction-là sur les réels. Donc, on cherche maximum et minimum absolu de toute la fonction sur le domaine au complet de cette fonction-là. Dans ce cas-ci, il va falloir commencer par évaluer les limites à l'infini et à moins l'infini, donc les limites aux extrémités des deux côtés de mon intervalle. Dans ce cas-ci, je vais chercher la limite lorsque x s'approche de moins l'infini de la fonction 6x sur x carré plus 9. Et ici, si vous faites cette solution-là, déjà ici, vous allez avoir une forme à déterminer l'infini sur l'infini, donc il va falloir essayer de solutionner le problème. Ici, je peux sortir un x en haut et en bas. Je vais obtenir, je peux sortir un x carré même en bas. Donc, il va me rester 1 plus 9 sur x. Je vais faire une simplification. Le x et le x carré vont partir ensemble. Il va me rester 6 sur x
fois 1 plus 9 sur x. On évalue cette limite-là à ce moment-ci. On a une constante sur quelque chose qui va donner moins l'infini. Donc ici, constante sur moins l'infini, on obtient 0. De l'autre côté, d'une façon similaire, si on s'approche de l'infini, la fonction 6x sur x carré plus 9 va s'approcher de 0 aussi. On va avoir presque la même chose, là. On va arriver à la même étape ici et on va diviser une constante par plus l'infini. Ça nous donne 0 aussi. De toute façon, vous êtes capable de faire ça. On a fait tout ça dans le chapitre 2. Vous êtes amplement en mesure de faire cette solution-ci. Comme mes deux limites sont différentes de l'infini ou de moins l'infini, je ne peux pas conclure encore sur l'existence des maximums ou des minimums absolus. Il va falloir que j'aille un peu plus loin. Il va falloir que j'aille chercher, avec l'analyse de ma fonction, des max et des min relatifs. Et avec ces max et min relatifs-là, je vais pouvoir déterminer est-ce que j'ai des max ou des min absolus. Donc, on y va avec l'analyse pour les max et les min relatifs. Pour ça, j'ai besoin de trouver f' de x. F' de x, dans ce cas-ci, là, j'ai un quotient. Donc, ce que je pourrais faire, c'est la dérivée de 6x fois x carré plus 9 exposant moins 1. Donc, je vais faire la dérivée d'un quotient, d'un produit plutôt, avec un exposant négatif. Dérivée de ce produit-ci, ce sera 6 fois x carré plus 9 à la moins 1, plus 6x fois moins 1 fois x carré plus 9 à la moins 2, fois la dérivée de l'intérieur qui est 2x. On peut réécrire ça, on va avoir 6 sur x carré plus 9, et de l'autre côté, on va avoir moins 12 x carré sur x carré plus 9 au carré. Ici, je vous laisse là travailler sur cette dérivée-là parce que on est amplement capable de faire ça. Allez voir vos formules de dérivation, vous devriez être en mesure de trouver tout ça. À ce stade-ci, ce que je vais faire, c'est mettre tout ça sur le même dénominateur. Donc, je vais envoyer un x carré plus 9 au numérateur de ma première fraction. 6 fois x carré plus 9 moins 12x carré divisé par x carré plus 9 au carré. Il vous resterait à simplifier ça ici. 6x au carré moins 12x au carré. Vous devriez obtenir moins 6x carré. 6 fois 9, ça me donne 54 sur x carré plus 9 au carré. À ce stade-ci, vous pouvez simplifier votre numérateur parce que ici, on n'est pas capable d'aller trouver sinon les moments où notre fonction est nulle facilement. Ici, vous devriez obtenir 6 fois 3 moins x fois 3 plus x. Vous avez une différence de carré qui se cache dans cette expression-ci. Et vous divisez par x carré plus 9 au carré. Donc, avec cette information-là, vous pouvez trouver f' de x qui est égal à 0. Les seules situations sont si x est égal à 3 ou x est égal à moins 3. Si l'une de ces deux conditions-là sont remplies, la fonction est nulle, la dérivée est nulle, et dans ce cas-ci, comme on a une somme de nombres positifs au numérateur, on n'aura jamais une division par 0. Ça veut dire que notre fonction dérivée ne sera jamais non définie. On va toujours avoir une fonction définie dans ce cas-ci. À partir de ça ici, je vais aller chercher mon tableau des signes pour trouver max et min relatifs. Tableau des signes, je vous rappelle, on a besoin de x, f' de x et f de x. On a besoin de nos valeurs critiques. Dans ce cas-ci, on va avoir moins 3 et 3. Et on va remplir ce tableau-ci à l'aide des informations qu'on a. On sait déjà que en x égale à 3 et x égale moins 3, la dérivée est nulle. On va vérifier, est-ce que cette dérivée-là est positive ou négative lorsqu'on est plus petit que moins 3. Donc, si on a un chiffre plus petit que moins 3, on va avoir 3 moins quelque chose plus petit que moins 3 qui va devenir positif. Donc, on va avoir un positif ici. Et dans la deuxième partie, 3 plus quelque chose de plus petit que moins 3, ce sera négatif. Donc, un plus fois un négatif, ça devient négatif. Et évidemment, notre dénominateur est toujours positif, donc je n'ai même pas besoin de le traiter pour cette partie. Ensuite, si je suis entre moins 3 et 3, 3 moins x plutôt, ça ici,
ça devrait rester positif. Lorsque je vais voir 3 plus x, ben ici, comme on est plus petit que... comme on est entre moins 3 et 3, la deuxième parenthèse va être positive aussi. Donc, on va avoir une fonction qui est positive entre moins 3 et 3. Et lorsque x est plus grand que 3, ben, 3 moins x, ce sera négatif. Et 3 plus x, ce sera positif. 1 moins fois 1 plus, ça devient négatif dans ce cas-ci. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'allure de notre fonction? Dérivée négative, j'ai une fonction décroissante. Dérivée positive, j'ai une fonction croissante. Dérivée négative, j'ai une fonction décroissante. Il ne me reste plus qu'à aller évaluer ma fonction lorsque x vaut moins 3 et lorsque x vaut 3. Pas très compliqué ça ici, avec la fonction f de x que vous avez. Si x vaut moins 3, vous devriez avoir une fonction qui vaut moins 1. Et lorsque x vaut 3, vous avez une fonction qui vaut 1 dans ce cas-ci. Avec ce tableau des signes-là, on est capable d'aller chercher les max et les min de notre fonction. Ici, en particulier, lorsque x vaut moins 3, on descend et on remonte. Donc, on a un min relatif en x égale moins 3. Et lorsque x vaut 3, comme on monte et puis qu'on descend, on a un max relatif ici. Je viens de trouver deux extrémums relatifs. Un minimum et un maximum. Je dois vérifier, est-ce que ces minimums et ces maximums-là sont plus grands ou plus petits que les limites que j'ai obtenues au départ? Si on a un minimum qui est plus petit qu'une des limites, ça veut dire que ce minimum relatif-là, il est absolu. Et si on a un maximum relatif plus grand que les limites qu'on a déjà obtenues, ça veut dire que ce max-là, il est absolu. Dans ce cas-ci, lorsque x vaut moins 3, f de moins 3 égale moins 1, c'est plus petit plutôt, pardon, beau lapsus, c'est plus petit que la limite lorsque x approche de l'infini de f de x, qui est aussi égal à la limite lorsque x approche de moins l'infini de f de x. Donc, ce minimum-là, ce qu'on vient d'écrire, c'est qu'il est plus petit que les deux limites. Ça veut dire que c'est un maximum absolu. Donc, f de moins 3 est un maximum absolu. En x égale à 3 cette fois, f de 3 est égal à 1. Et ça, c'est plus grand que les deux limites qu'on avait sur notre fonction. Comme notre fonction f est plus grande que les deux limites lorsque x est égal à 3, ça veut dire que cette fonction-là atteint son maximum à cette place-là, lorsque x est égal à 3. Donc, finalement, f de 3 est un maximum absolu. J'ai écrit minimum tantôt, j'ai écrit maximum, je voulais dire minimum, je m'excuse. Effacez ça, là. C'est une erreur là, dans ce cas-ci de ce que j'ai écrit. Donc, on vient de voir qu'on va chercher nos limites aux extrémités. Dans ce cas-ci, ces deux limites-là sont différentes de l'infini. Ça veut dire que on ne peut rien conclure encore sur le maximum ou le minimum absolu de la fonction. Il va falloir trouver des maximums et minimums relatifs. C'est ce qu'on a déjà fait. Ces maximums et minimums relatifs-là, on peut les analyser par rapport aux limites qu'on a trouvées. Donc, on se rend compte, premièrement, que notre minimum relatif, il est plus petit que le minimum qu'on a atteint avec nos limites. Et ça veut dire que ce minimum relatif-là devient absolu. Notre maximum relatif, on se rend compte qu'il est plus grand que le maximum qu'on a obtenu avec nos limites. Donc, ce maximum-là devient absolu également. On a ici trouvé un minimum absolu de notre fonction, un maximum absolu de la fonction. Et pour s'en convaincre, on peut aller voir le tracé de la fonction. Dans ce cas-ci, vous l'avez dans votre manuel. Allez voir tout ça. Vous voyez très bien que la fonction f de x va atteindre effectivement un minimum absolu lorsque x vaut moins 1. On a un genre de creux qui descend. Et on va atteindre un maximum absolu lorsque x vaut 3 avant de redescendre jusqu'à y égale 0 vers l'infini. Donc, c'est ce genre de démarche-là qu'on veut voir lorsqu'on cherche un maximum et un minimum absolu sur un intervalle non fermé. Un petit peu plus compliqué parce qu'on doit évaluer des limites. C'est certain,
mais on est assuré que si on fait cette démarche-là de la bonne façon, on va trouver quelque chose qui est absolu pour le minimum et pour le maximum. Si jamais on n'avait pas eu un minimum plus petit que ce qu'on avait trouvé pour nos limites, si on n'avait pas eu un maximum plus petit que ce qu'on a trouvé pour nos limites non plus, ben on aurait pu dire qu'il n'y avait aucun maximum absolu et aucun minimum absolu. Dans ce cas-ci, on a trouvé, donc on pouvait conclure sur les extrémums absolus de la fonction. Donc, question claire 5.7, c'est maintenant à vous de jouer. Je vous invite à essayer ça sur un bout de papier. On vous guide vraiment beaucoup là, dans cet exemple-là sur la démarche que vous devez faire. Donc en A, on commence par vous demander de trouver la limite lorsqu'on arrive vers notre borne inférieure, le moins 4. Et remarquez qu'on vous l'a fait faire par la droite. Pourquoi? Parce que avant moins 4, ça ne fait pas partie de notre intervalle. Donc on va vraiment l'approcher depuis l'intérieur. En B, on vous fait faire la limite vers la gauche, à partir de la gauche de notre limite finale 2. Pourquoi à partir de la gauche? Ben, parce qu'on est à l'intérieur de l'intervalle encore, c'est nécessaire. Donc, en A et en B, on vous fait faire les premières étapes de notre démarche. On vous demande finalement d'aller chercher les limites aux extrémités. Ensuite, en C, on vous demande de trouver les valeurs critiques à partir de la dérivée. On vous demande de trouver les max et les min relatifs et finalement d'aller trouver les max et les min absolus. Donc, faites pause dans la vidéo, essayez ça. On se revoit dans un instant avec la solution de cet exercice-là. On y va avec A ici. On a une fonction racine cubique. Dans ce cas-ci, c'est une fonction qui sera continue. Il n'y a pas de discontinuité sur une racine impaire, donc on peut évaluer la limite directement dans ce cas-ci. Si vous évaluez cette limite-ci, vous obtiendrez la racine cubique de 9 moins 16 au carré. La différence entre 9 et 16, c'est 7, donc on va avoir la racine cubique de 49, qui est environ égale à 3,66 dans ce cas-ci. Je l'écris en valeur numérique parce qu'on va en avoir besoin lorsqu'on va vouloir traiter la grandeur de nos max et min relatifs pour trouver nos max et min absolus. Ensuite de ça, on va voir en B la limite de l'autre côté, donc à notre borne la plus grande lorsqu'on approche de 2 par la gauche. Ici, c'est encore une fonction continue, donc on peut encore une fois l'évaluer. Racine cubique de 9 moins x au carré, ici ce sera 9 moins 4. Tout ça au carré. Donc, racine cubique de différence entre 9 et 4, c'est 5. Racine cubique de 25 dans ce cas-ci. Et ça, c'est environ égal à 2,92. Donc, on n'a aucune de nos limites aux extrémités qui s'en va vers plus ou moins l'infini. Ça veut dire qu'on ne peut pas encore conclure sur le max ou le min absolu, mais on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas encore. Il va falloir aller un petit peu plus loin dans notre démarche. On y va en C ici avec la dérivée de la fonction. On vous l'a donné cette dérivée-là. Normalement, vous êtes capable de l'obtenir par vous-même de toute façon, mais ici, on vous l'a donné, puis on vous l'a même développé pour que ce soit très évident les valeurs critiques de cette fonction-ci. On commence par trouver ici les valeurs où f' de x égale 0. Ici, comme on a une fraction, ce sera seulement le numérateur qui nous intéresse. La seule façon d'avoir une fonction, une dérivée nulle ici, ce serait d'avoir x est égal à 0. Donc, on a la valeur critique x égale 0. Ensuite, on cherche quand est-ce que la dérivée n'existe pas. Et là, ben, ce sera les moments où on divise par 0. Hein, c'est une fonction rationnelle. Donc ici, les moments où 3 moins x, c'est égal à 0. Donc les moments où x égale 3. Et les moments où 3 plus x, c'est égal à 0. Donc seulement lorsque x égale moins 3. Maintenant, on va regarder quelque chose sur notre intervalle. Moins 4, 2. Ça veut dire que x égale à 3, ça ne fait pas partie de notre intervalle. On peut rejeter cette partie-là, cette valeur-là, étant donné qu'elle ne fait pas partie de l'intervalle qui nous intéresse. À partir de ça, ici, on peut construire notre tableau des signes pour les max et min pour la fonction f de x. Donc ici, on a besoin de x, f' de x et f de x. Les valeurs de x, ben, ce sera entre moins 4 et moins 3, la première valeur qu'on rencontre. Moins 3. On aura entre moins 3 et 0, la deuxième valeur qu'on rencontre, et entre 0 et 2 pour le dernier petit bout de nos valeurs de f de x plutôt, dans ce cas-ci. Maintenant, je vais aller compléter ce tableau-là pour trouver max et min relatifs. Je commence par le 0, c'est celui qui annule ma dérivée. Donc, dérivée est nulle. Et ensuite de ça, il me reste
Lorsque x vaut moins 3, on a déterminé que la fonction dérivée n'existait pas. Donc, n'existe pas. Il me reste à définir les signes de ma fonction dérivée. À ce moment-ci, ben, les signes, c'est lorsque x est plus petit que moins 3. Donc, lorsque x est plus petit que moins 3, c'est un chiffre négatif. On a moins un chiffre négatif au numérateur, donc le numérateur sera positif. En dessous, on a 3 moins un chiffre négatif, donc ça deviendra un chiffre positif pour cette parenthèse-là. Et ensuite, on a 3 plus un chiffre plus petit que moins 3. Donc la dernière parenthèse sera négative. Ce qui veut dire qu'au dénominateur, j'ai un plus fois un moins qui devient négatif. Et finalement, j'ai un plus sur un moins qui devient négatif pour la fonction dérivée. Si on se déplace lorsque x est entre moins 3 et 0, c'est un chiffre négatif, donc le numérateur va encore être positif. 3 moins x va être encore positif, étant donné qu'un négatif, moins un négatif, ça devient positif. Et 3 plus x, si on est entre moins 3 et 0, ça ici, ce sera un petit peu plus grand que 0. Donc, positif, 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 on a une fonction qui est positive ici. Lorsqu'on tombe dans le positif, à ce moment-là, ben, notre dénominateur va rester positif comme tantôt. Ce qui va changer, c'est le numérateur. On a un négatif devant notre positif, donc ça revient négatif sur positif pour un résultat qui est négatif dans ce tableau-ci. Si jamais vous n'êtes pas certain de ces affaires-là, allez choisir un candidat entre moins 4 et moins 3 pour évaluer votre dérivée. Un candidat entre moins 3 et 0, puis un candidat entre 0 et 2, et vous allez trouver un signe pour ces endroits-ci. On continue avec la fonction f de x. On va aller voir sa croissance-décroissance à partir de notre dérivée. On a une dérivée négative au début, donc on a une fonction qui décroît. Positive ensuite, donc on a une fonction qui augmente. Et finalement, une dérivée négative, donc on descend encore. On évalue la fonction en x égale moins 3 et en x égale 0. Lorsque x égale moins 3, ma fonction va valoir 0, tout juste. Pourquoi? Parce que 9 moins 9, ça donne 0. Donc, on évalue ça comme étant 0. Lorsque x vaut 0, on a la racine cubique de 9 moins 0 au carré, donc racine cubique de 81. Et ça ici, racine cubique de 81, c'est environ égal à 4,66. Ça se peut dessus? 4,33. 66, c'était celui-là ici. Donc, cette valeur-là, je la sors juste pour l'étape E, parce qu'on va en avoir besoin pour déterminer si on a un max ou un min absolu. Pour l'instant, j'ai besoin de déterminer quels sont justement les max et les min relatifs. Dans mon tableau des signes, pour x égale moins 3, je descends, puis j'augmente. Donc ici, j'ai un min relatif. Et en x égale 0, j'augmente, puis je descends. Donc j'ai un max relatif pour ma fonction. Ceci étant dit, il ne me reste plus que le E à faire. En E, je cherche à trouver les max et les min absolus. Donc, je vais aller voir pour mon min relatif et pour mon max relatif. Est-ce que ça, c'est plus grand et plus petit que mes limites? Donc, on commence par le min relatif. Le min relatif qui est égal à 0, ben, c'est plus petit que 3,66 et c'est plus petit que 2,92. Donc, on a un max, un min, pardon, absolu. À x égale... en x égale moins 3 plutôt. À y égale 0. C'est un minimum absolu. Et de l'autre côté, pour mon max relatif, racine cubique de 81, ça me donne 4,33. Ça, c'est plus grand que 3,66 et plus grand que 2,92. C'est donc un max absolu en x égale 0, à y égale environ 4,33. Pour la fonction f de x. Donc, encore une fois, on vous a donné une fonction, un intervalle, vous aviez à trouver les limites de nos bornes de l'intervalle, et ensuite de ça, trouver les valeurs critiques, trouver des max et des min relatifs, puis aller vérifier est-ce que ces max et ces min-là étaient absolus en plus d'être relatifs. Ceci étant dit, il nous reste un exemple à faire, on fait ça ensemble, puis on aura terminé pour cette section-ci du chapitre 5, donc on va pouvoir passer à la section 5.3 sur l'optimisation dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, on fait l'exemple 5.19,
puis je vous donne des exercices à faire par la suite. Exemple 5.19, celui-ci, c'est une fonction toute simple, 4 moins x au carré. Et ici, on travaille sur les réels, donc on cherche un maximum ou un minimum absolu sur l'ensemble de la fonction f de x. Ici, on se fie à notre démarche habituelle. On va aller chercher la limite lorsque x s'approche de l'infini et lorsque x s'approche de moins l'infini. On commence par la limite lorsque x s'approche de moins l'infini de 4 moins x au carré. Et là, ici, si je mets moins l'infini dans mon expression, x au carré, ça va faire en sorte que je vais avoir l'infini positif. 4 moins l'infini positif, ça me donne l'infini négatif que je ramène au carré. Donc, ça va me donner l'infini positif pour cette limite-ci. De l'autre côté, si je m'en vais dans les x positifs vers l'infini, encore une fois, 4 moins x carré au carré. X au carré, si je m'approche de l'infini, ben l'infini au carré, c'est l'infini. 4 moins l'infini, c'est moins l'infini. Et moins l'infini au carré, c'est encore l'infini. Donc, je me rends compte que ma limite, quand je m'en vais vers le plus petit possible dans mon domaine, vers moins l'infini, c'est plus l'infini. Et lorsque je m'en vais vers plus l'infini, c'est plus l'infini aussi. Est-ce que je devrais arrêter ma démarche ici? Est-ce que ça veut dire que j'ai pas de maximum et de minimum absolu? Non, pas tout à fait. Ici, ça veut dire que comme j'ai deux limites qui sont infinies, ça m'indique qu'il n'y a aucun maximum absolu. Ça veut dire que ma fonction augmente sans arrêt lorsque je m'en vais vers le négatif et elle augmente sans arrêt lorsque je m'en vais vers le positif. Donc, j'ai aucun maximum. Mais je ne peux rien dire sur les minimums dans ce cas-ci. Donc, ce que j'ai besoin de faire, c'est de refaire ma démarche comme à l'habitude, aller trouver des minimums relatifs, et avec mes minimums relatifs, je vais déterminer est-ce que ce sont des minimums absolus en plus d'être relatifs. Donc, pour ça, j'ai besoin d'aller chercher la dérivée f' de x. Dans ce cas-ci, j'ai une fonction exposant 2. Ma dérivée ici pour ma fonction f de x, ce sera 2 fois 4 moins x au carré fois la dérivée de l'intérieur, moins 2x, pour un total de moins 4x fois 4 moins x au carré. Ici, 4 moins x au carré, c'est une différence de carré. Je peux réécrire ça comme étant 4x fois 2 moins x fois 2 plus x. Et de cette façon-là, j'ai beaucoup plus de facilité à trouver mes valeurs critiques de la fonction f de x. Je cherche ici les valeurs de x telles que f' de x égale 0. Dans ce cas-ci, j'ai le choix avec x égale 0, x égale 2 ou x égale moins 2, donc pour les trois valeurs que j'ai ici. Est-ce que cette dérivée-là va être inexistante à un moment donné ou à un autre? Non. J'ai aucune division par 0 possible, j'ai aucune racine d'un négatif non plus. Donc, cette fonction dérivée-là est toujours définie. Ce qui veut dire que j'ai toutes mes valeurs critiques. Je peux passer à mon tableau des signes. Avec ce tableau des signes-là, je vais pouvoir trouver maximum et minimum relatifs. Donc, on y va avec ce tableau des signes-là. X, f' de x et f de x. Ici, je vais avoir mes valeurs critiques en ordre croissant. Donc, moins 2, 0, 2. Et j'oublie pas de prendre les intervalles entre mes valeurs critiques, évidemment. Je sais que ma dérivée est nulle à chacune de ces valeurs-là, donc je peux remplir déjà cette ligne-ci. Je vais chercher, ou plutôt traiter le signe de ma dérivée maintenant avec les intervalles qui me restent. Donc, lorsque x est plus petit que moins 2, qu'est-ce qui se passe dans ma fonction? Le x va devenir négatif, donc moins un chiffre négatif, ça redevient positif pour la première partie. 2 moins x, comme c'est négatif, moins un négatif, ça redevient positif. Et finalement, 2 plus x, comme x est plus petit que moins 2, 2 plus x, c'est négatif. Donc j'ai un plus fois un plus fois un moins, ça me donne un moins en bout de ligne. Entre 2 et 0, moins 4x, ça va rester positif. 2 moins x, ça va rester positif. 2 plus x, ça reste positif. Donc, comme tout est positif, ma dérivée est positive. Entre 0 et 2, moins 4x, négatif. 2 moins x est positif. 2 plus x est positif. Donc, encore une fois, j'ai ici un négatif.
Et finalement, lorsque x est plus grand que 2, moins 4x c'est négatif, 2 moins x c'est négatif, 2 plus x c'est positif. Donc moins fois un moins fois un plus, ça redevient un plus dans ce cas-ci. J'analyse la croissance de ma fonction, dérivée négative, fonction décroissante, dérivée positive, fonction croissante, dérivée négative, décroissante et positive, croissante pour cette fonction-ci. Il me reste à évaluer la fonction f de x exactement ces valeurs-là. Ben là, ici, si j'évalue en x égale moins 2 au carré, ça me donne 4. 4 moins 4, c'est 0. Lorsque x vaut 0, 4 moins 0 au carré, c'est seulement 16. Et finalement, lorsque x vaut 2, 4 moins 4 encore une fois. Donc, j'ai un autre 0 dans ce cas-ci. À ce stade-ci, je peux aller chercher les maximums et les minimums relatifs de ma fonction. Je commence par en x égale moins 2, je descends puis je monte. Donc ici, j'ai un min relatif. En x égale 0, j'augmente puis je descends. Donc j'ai un max relatif. Et en x égale à 2, je descends puis j'augmente. Donc j'ai un min relatif également. Maintenant que j'ai tout ça, il me reste à aller vérifier est-ce que mes max et mes min relatifs sont des max ou des min absolus. Je sais que mon max relatif ne sera pas absolu parce que j'ai des limites qui sont infinies, donc c'est certain que ce ne sera pas absolu. Par contre, mes min relatifs, je vais vérifier est-ce que ces min-là sont plus petits que mes deux limites. Ici, évidemment, ils seront plus petits que mes deux limites parce que mes deux limites sont à l'infini. Et comme mes deux minimums sont égaux ici, les deux valent 0, ben, ces deux minimums-là sont des minimums absolus. J'ai plus qu'un minimum absolu dans ma fonction. Ici, on a un minimum absolu en x égale moins 2 et en x égale 2, à y égale 0 pour les deux, pour cette fonction-ci. Dans le manuel, on vous a donné aussi le tracé de la fonction. Vous allez voir, ça donne un genre de W avec des minimums exactement aux valeurs moins 2 et 2. C'est pour ça qu'on trouve des minimums absolus ici. Et aux extrémités, comme c'est un W, on augmente à l'infini. On n'a effectivement aucun maximum absolu, comme on a déterminé à notre première étape de ce problème-ci. Ceci étant dit, il vous restera l'exemple 5.20 à essayer de votre côté. Allez lire ça, c'est dans le manuel, vous êtes capable de travailler avec ça. C'est pas plus compliqué que ça. C'est la même chose que ce qu'on a fait déjà. Mais maintenant, ce que vous pourrez faire, c'est l'exercice 5.6 à la page 290. Faites ces exercices-là. Vous avez encore les solutions sur le portail. Vous pouvez toujours me contacter si jamais ça ne fonctionne pas. Et avec ça, on vient de terminer la section 5.2.2. Donc, on vient de finir la section 5.2. Ça veut dire qu'on se déplace dans la section 5.3 dans une prochaine vidéo. On va se parler ensemble d'optimisation, de problèmes d'optimisation en lien avec les dérivés et les maximums minimums qu'on vient de trouver.